En Ukraine, les frappes russes continuent de faire des victimes. Comme ici à Kiev, où vendredi, plusieurs personnes sont décédées dans des bombardements. Pour protéger son pays, le président Volodymyr Zelensky demande davantage de systèmes de défense aérienne à ses alliés à la veille de sa visite parisienne. Les systèmes Patriot ont parfaitement fonctionné, abattant des missiles balistiques russes. Mais nous avons besoin de bien plus de force, de systèmes de missiles pour protéger les vies humaines. Sur le terrain, l'armée ukrainienne tente de répondre à Moscou. Hier, elle a attaqué une raffinerie près de la capitale russe, sans faire de victimes. L'armée de Vladimir Poutine annonce avoir détruit des centaines de drones ukrainiens ces derniers jours et continue d'avancer dans l'est de l'Ukraine, notamment dans la région de Donetsk. Les négociations de paix sont-elles au point mort? Le sommet prévu à Budapest entre Donald Trump et Vladimir Poutine n'aura finalement pas lieu. Nous sommes avec Oksana Melnichouk. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes politologue, directrice de l'association Unis pour l'Ukraine, ainsi que le t-shirt que vous portez à l'antenne. Olivier Weber est également avec nous. Bonjour. Écrivain, grand reporter, président de Douleurs sans frontières et auteur aussi, puisque vous avez signé Ma vie avec Gérard de Nerval, c'est aux éditions Gallimard. Vous signez également un livre intitulé De l'esprit de résistance aux éditions de l'Aube. On va en voir aussi la couverture. Nous devrions être en visioconférence avec, je le vois, Gérard Vespierre. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation et je renvoie moi à votre lettre régulière, Le Monde décrypté, toujours très intéressante quand on s'intéresse à la géopolitique et à ce qui se passe notamment dans cette région du globe en ce moment. Olivier, Oksana, vous êtes en prise plus ou moins permanente et directe avec ce qui se passe sur le terrain en Ukraine. Quelles sont les dernières informations que vous avez reçues et est-ce qu'elles laissent augurer des lendemains difficiles? Parce que ce qui nous parvient par le truchement des agences de presse, c'est que les Russes grignotent toujours un petit peu plus de terrain. Lentement, certes, mais sûrement. Les Russes ont accompli son stratégie qui était prévue par eux. Ils ont compté cette non-action de la part des États-Unis. Ils ont visé sur non-action des Européens en alimentant les partis d'extrême droite pour freiner l'aide à l'Ukraine et pour freiner le soutien à l'Ukraine. N'oublions pas que la stratégie russe était aussi d'ouvrir à droite et à gauche les autres fronts, comme par exemple au Proche-Orient. Dès qu'il y a les conflits quelque part, sachez que ça ne passe pas sans les Russes. Tout est fait pour attirer l'attention du monde vers l'autre côté du monde, pour que le monde commence à oublier qu'en Ukraine, il y a la guerre, toujours dans sa phase très chaude. On vient de discuter avec Olivier, il reste 15 millions d'Ukrainiens pour le jour d'aujourd'hui en Ukraine. Ce sont les gens qui sont avec leur syndrome post-traumatique. Les enfants, imaginez, ça fait 3e année que les enfants passent leurs études dans les sous-sols. N'oublions pas qu'il y a 40 camps de concentration sur les zones occupées. Quand on sache que les Russes grimpent les territoires, c'est pas seulement les ruines qui grimpent, mais il reste derrière eux tous les endroits où il y a les tortures, il y a tous ces prisonniers qui sont torturés. C'est affreux tout ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Et la population, il se pose les questions, mais il est où cette civilisation européenne? Comment on peut se permettre? Ça fait 4e année. Et l'Europe ne fait rien pour arrêter cette guerre. Nous sommes persuadés qu'il manque quand même crucial la fermeté politique. Il y a le peur qui règne. Et cette peur, elle est vraiment très augmentée et très montée par les Russes. Alors vous dites que l'Europe ne fait rien pour arrêter cette guerre. On va revenir sur l'aspect, le volet diplomatique du dossier. Olivier Weber, quand même tout de même un mot sur ce qui nous parvient, ce qui remonte du terrain. Ça n'est pas très encourageant pour l'avenir de l'Ukraine, où d'ailleurs vous retournerez bientôt avec votre association. Oui, pour une mission humanitaire, sur la douleur physique, mais aussi la douleur traumatique, psychologique, absolument. Psychologique pour les civils et bien sûr les militaires. C'est un tsunami qui est en train d'arriver. Donc pour une reconstruction de la société, en cas de guerre totale, en cas de paix ou en cas de guerre hybride, ça va être compliqué. Oui, par rapport à votre question, il y a un grignotage incontestable qui se passe dans la région de Pokrovsk, mais pas que. Donc en même temps, à quel prix pour les Russes en tant que
d'abord les dommages matériels, mais surtout les victimes humaines. On parle de 100 000 victimes mortes et blessées depuis le début de l'année sur la région de Pokrovsk et donc sur l'espèce de poursuite du terrain donc à l'ouest du Donbass. Donc c'est quoi? C'est la politique de la chair à canon. Donc on sacrifie les hommes et là-bas, du côté ukrainien, on se bat à 1 contre 5. Et je veux saluer quand même la résistance héroïque du peuple ukrainien, des soldats, mais aussi des familles. Et vous savez, moi je vois ça depuis le début de la guerre en février 2022, enfin la guerre à grande échelle, c'est que l'arrière tiendra. Il y a un arrière qui est derrière, donc, et des femmes et des jeunes qui se battent justement pour apporter le soutien aux combattants. C'est compliqué parce qu'il y a un grignotage. Là, l'enjeu, on va peut-être le voir sur la carte, à propos de Pokrovsk, c'est que les soldats ukrainiens qui sont dans la poche de Pokrovsk, on va dire au sud-est de Pokrovsk, cette ville stratégique qui est une ville bastion, une ville forteresse, il ne faut pas qu'elle tombe. Elle risque de tomber quand même dans les jours ou les semaines qui viennent, mais surtout, il y a des soldats ukrainiens qui risquent d'être enfermés dans cette nasse, parce qu'en fait, c'est une attaque en étau, on va dire, de la part des Russes. Donc voilà, c'est compliqué, effectivement. Et puis, deuxièmement, c'est une politique, comme le disait Oksana, de terrorisation de la population de la part des Russes. Le fait de bombarder les usines, les familles, les civils dans les villes de plus en plus, y compris à Kiev, la capitale, mais surtout aussi les industries énergétiques, donc tout ce qui est production d'électricité, c'est terrible pour les Ukrainiens qui se disent que l'hiver qui vient, qui est le 4e, voire le 5e, puisque la guerre a commencé en février 2022, c'était en plein cœur de l'hiver, va être effectivement terrible. Donc il y a une volonté de la part de la Russie d'atteindre le moral de la population. Pour l'instant, ça tient, mais ils ont besoin d'un soutien occidental très très fort. Alors, vous faisiez allusion à l'instant à l'énergie. Je précise que Volodymyr Zelensky, s'il est attendu à Paris demain, est aujourd'hui en Grèce, où il vient de signer effectivement un accord avec les Grecs pour que les Grecs fournissent du gaz aux Ukrainiens au moins jusqu'en mars 2026. Vous avez fait allusion à Pokrovsk, qui est un petit peu un nœud stratégique. Je pense qu'on va voir une carte parce qu'on a vraiment l'impression que si, c'est pas qu'une impression d'ailleurs, si Pokrovsk tombe, ça va libérer des routes vers le nord et vers l'ouest pour les Russes. C'est bien ça, c'est un nœud stratégique, Gérard Vespierre, et à partir de là, il y a des voies ferrées et des autoroutes qui mènent à tout le reste du pays. Alors, il faut voir les choses un peu plus précisément à l'échelle, si vous voulez. Là, nous sommes effectivement dans l'oblast de Donetsk, qui est contrôlé par la Russie à peu près à 80% de sa surface, alors qu'elle contrôle 99% de l'oblast de Louhansk, qui est un peu plus au nord. Donc, la poche de Pokrovsk et éventuellement la chute de cette poche leur ferait progresser donc de quelques pourcents effectivement de pénétration dans cette oblast même et les dirigerait vers les 90% admettons de contrôle. Il resterait encore Sloviansk et Kramatorsk au nord du même oblast. Donc on est dans une région très confinée et plus on descend vers le sud, Zaporijjia, Kherson, moins le contrôle russe est important puisque dans le blast de Kherson le plus au sud, la Russie ne contrôle que à peu près les 2 tiers. Donc, voyez-vous, il s'agit d'une progression quand même très locale. Si vous retirez la Crimée, sur le continent même ukrainien, eh bien, vous avez simplement 15% de pénétration des troupes russes après pratiquement 4 ans de guerre. Donc, on est quand même dans une marche très très lente de l'armée russe. Alors l'armée ukrainienne a annoncé avoir attaqué de son côté une raffinerie russe, c'était dans la région de Ryazan, c'est près de Moscou, dans le cadre des efforts visant à réduire la capacité de l'ennemi à lancer des missiles et des bombes. Je ferme les guillemets du communiqué ukrainien. Est-ce que ce type de frappe a une efficacité réelle ou pas, selon vous, Olivier Weber? Parce que de temps en temps, effectivement, les Ukrainiens frappent sur le sol russe, mais on a l'impression que c'est vraiment au compte-gouttes et qu'au fond, ça n'affecte pas ce mastodonte industriel qu'est la Russie. On se trompe en pensant ça ou pas? Au niveau quand même des raffineries de pétrole, on pense qu'il y a 30% des raffineries russes qui ont été endommagées, comme c'est pas rien, évidemment, il y a une réparation juste après, mais on voit sur les chaînes cryptées, ça nous revient en Europe, effectivement, de la part des Russes, de civils russes, on voit des bombardements, alors il y a des caméras de surveillance devant des immeubles, donc on voit un grand palais fumé, c'est une raffinerie qui a été touchée. On voit deuxièmement des queues devant les stations-service, il y a des stations-service y compris dans la région extérieure, donc au sud-est de l'Ukraine, à Novorossiysk et puis autour de la
mer d'Azov, où il y a donc des coupures, enfin des rationnements d'essence, et en Crimée en particulier. Donc l'idée aussi de la part des Russes, c'est de faire ça avec beaucoup d'ingéniosité. Alors ce sont des drones, il y a eu quelques actions de sabotage quand même aussi à l'intérieur, ce qui est quand même très très osé de la part des Ukrainiens et des commandos. Voilà, l'idée c'est de porter la réplique en fait de ce que font les Russes. Actuellement, il y a 60% de la production gazière donc en Ukraine qui est affectée. Alors le gaz, c'est quoi? C'est le chauffage. Là, évidemment, c'est aussi de la part des Russes d'essayer de porter atteinte au moral des Ukrainiens. Donc c'est une réplique, je dirais qu'une réponse du berger à la bergère. C'est aussi la loi du talion, grosso modo. Vous nous touchez, nous allons répliquer, disent les Ukrainiens. En même temps, malgré l'audace, malgré le fait de porter ces opérations assez loin, on est quelquefois des centaines de kilomètres. Il y a eu même des opérations à 2000 kilomètres de la frontière ukrainienne, donc c'est quand même pas rien. On peut penser que cela est quand même marginal, comparé donc aux dommages que subissent les Ukrainiens au niveau de la production énergétique et tout ce qui est aussi de la production économique avec ces cibles de la part des missiles et de la part des drones russes. Et pour finir, c'est pour ça que Zelensky vient demander aussi de l'armement à la France et en Europe en général. C'est que lors de l'un de mes derniers voyages en Ukraine et à Odessa en particulier, je voyais non seulement des soldats, mais des civils ukrainiens essayer d'abattre à la Kalachnikov, donc au fusil d'assaut des Shahed, vous savez, ces gros drones d'origine iranienne, maintenant ils sont produits par les Russes. Donc voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de missiles patriotes, il n'y a pas assez de couverture antiaérienne, et les Ukrainiens le demandent avec beaucoup de vigueur actuellement. Alors, ils le demandent avec beaucoup de vigueur et ils vont continuer à le demander dès demain à Paris. Je vous propose d'écouter Volodymyr Zelensky qui répète, j'allais dire pour la énième fois, qu'il a besoin d'encore plus de force. Nous avons besoin de bien plus de force, de systèmes et de missiles pour protéger les vies humaines. Cette semaine, les pays d'Europe du Nord, le Danemark, la Finlande, l'Islande et la Norvège, ainsi que nos alliés baltes, ont décidé d'allouer 500 millions de dollars supplémentaires au programme des besoins prioritaires de l'Ukraine, ce qui nous sera d'une aide précieuse. Nous nous préparons également à fournir d'autres systèmes de défense aérienne performants et à renforcer notre aviation. Nous sommes en train de finaliser un accord solide avec la France. Oksana, vous disiez tout à l'heure que l'Europe ne fait pas ce qu'il faut pour que cette guerre s'arrête. Là, vous avez entendu ce que disait le président Zelensky. Certains accords ont été signés. Il y a un accord fort, dit-il, qui va être signé avec la France. Il faut encore plus. Mais alors, plus, c'est quoi concrètement? Vous savez, il faut pas... Bon, je n'ai pas dit que l'Europe ne fait rien. Je dis qu'il ne fait pas assez parce que c'était ça la stratégie de Poutine. Il a compté sur cette lente décision c'est la bureaucratie européenne. Voilà, il a vraiment misé sur la bureaucratie lenteur européenne. Administrative bruxelloise, on va dire. Tandis que l'Ukraine, elle a montré quand même la capacité de résistance. Le pilier de la résistance ukrainienne, c'est l'adaptation très vite aux circonstances et la solidarisation de tout le monde autour d'une tâche précise. Et c'est ça qu'on attendait aussi de la part des Européens, parce que ce qui se passe aujourd'hui, on ne laisse pas aussi la gagner cette guerre, mais on ne laisse pas non plus à l'Ukraine gagner cette guerre. Vous voyez, on a l'impression, vous avez posé les questions, qu'est-ce que les Ukrainiens en pensent? Et les Ukrainiens pensent qu'il y a peut-être certaines forces qui sont intéressées que cette guerre dure. Parce que Dieu sait que ce n'est pas les Ukrainiens qui veulent garder cette guerre. Alors, et pourquoi il vient soyons encore plus clairs, à qui pensez-vous? Ou qui pense à quoi lorsque circule cette thèse selon laquelle il y a des gens qui souhaitent que cette guerre dure? Nous pensons en Ukraine, la plupart des gens, surtout les analyses, bien sûr, les cercles de réflexion, nous pensons que ce sont les États-Unis. Les États-Unis. Que ce sont les États-Unis, parce que qui est gagnant dans cette guerre aujourd'hui au niveau des finances. Et c'est d'ailleurs, vous savez, Trump, on le déteste, mais quand même, c'est grâce à lui, on a découvert ses intérêts économiques de cette guerre. Alors, quid de l'accord qui avait été signé entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, qui suggérait qu'il fallait que la paix revienne rapidement pour que les Américains, d'ailleurs, se taillent la part du lion en exploitant tout un tas de sites industriels ukrainiens. Il y avait là une volonté peut-être des Américains de mettre fin au conflit à des fins sans doute très intéressantes pour les États-Unis. Tout ça, c'est mort. Ça n'existe plus. Alors, parce qu'il y a deux réponses à votre question. Il y a d'une part l'intérêt économique du Trumpisme, on va dire. C'était les terres rares, en fait, les minerais rares, qui sont vraiment en grand nombre dans les terres ukrainiennes, donc du côté sud-est, et le Donbass, mais pas que le Donbass occupé. Et puis, deuxièmement, il y a l'aspect psychologique de toutes ces guerres que Trump essaie de négocier. Alors, ça va de Cambodge à l'Arménie, Azerbaïdjan, le Kivu, enfin, donc RDC, République démocratique du Congo, et le Rwanda, etc. Il y a un aspect psychologique dans la relation.
Et là, il l'a dit lui-même d'ailleurs, je me suis fait balader par Poutine. Donc il y a des hauts et des bas dans cette relation personnelle, bilatérale qu'il essaie d'instaurer en tant que chef d'État et quand même l'homme le plus puissant du monde, hein, à la tête de la première puissance militaire mondiale que sont les États-Unis. Et ça porte ses limites. Et là, donc, par exemple, je donne un autre exemple, il ne croyait pas, lui, Trump, aux sanctions économiques contre la Russie. Or, ça marche. Là, il y a un effet cumulatif depuis 2022. Ça commence à marcher. Il y a un taux d'intérêt des directeurs de la Banque centrale russe qui est énorme, qui est à 17%. Il a été rabaissé il y a peu de temps, mais il y a des chefs d'entreprise qui ont fait remonter l'information au Kremlin si on fait en 2026. On aura une partie entre 20 et 30% des entreprises russes qui vont fermer, etc. etc. Donc Trump joue le modèle du yo-yo, ce qui est un peu dangereux. Mais effectivement, pendant ce temps, la guerre continue. Et je suis d'accord avec Oksana quand elle dit on ne donne pas assez de moyens pour que l'Ukraine puisse gagner. On essaye d'empêcher que la Russie gagne la guerre, mais en tout cas, ou en tout cas qu'elle la perde. Mais en tout cas, il n'y a rien qui est fait militairement. Or là, je pense qu'il faut passer au degré supérieur. L'Europe est en train de s'armer, de se dire attention, il va y avoir un scénario de guerre, tout le monde le dit, hein, les services secrets français, les services secrets allemands, l'armée française, l'armée allemande, les armées des pays baltes, de Norvège, des pays scandinaves, etc. Donc on se prépare, et en même temps, il y a un côté psychologique à la guerre. Et effectivement, il y a la guerre frontale de la part des Russes, à laquelle je ne crois pas sur la partie occidentale de l'Europe, mais en tout cas, il y a la guerre hybride, qui a marché déjà en Moldavie, qui a marché également dans les pays baltes, et qui marche dans des pays qui sont dans le Caucase, Géorgie et Arménie en particulier. Alors, appelons les choses par leur nom. À partir du moment où vous dites il faut passer à la vitesse supérieure, c'est quoi? Ce sont les avions. Alors voilà, est-ce que c'est un énième paquet de sanctions économiques contre la Russie? Est-ce que ce sont des armes particulières? Et évidemment, je pense aux avions. Est-ce que ce sont aussi des troupes étrangères qui seraient sur le sol ukrainien, sachant que Vladimir Poutine a prévenu, à partir de là, vous entreriez en guerre contre nous. Soyons clairs, qu'est-ce que vous demandez? Et surtout, qu'est-ce que l'Europe et les pays occidentaux sont prêts à accepter, notamment à cause de leur opinion publique aussi? Les sanctions qui fonctionnent vraiment très bien, ce sont les sanctions ukrainiennes. Vous avez cité, c'est quand on frappe. Vous avez dit que les Ukrainiens frappent. Là, ce n'est pas les sanctions économiques. Là, sanctions, non, ça, ce sont les vraies sanctions. Quand vous tapez, voilà. Ça, c'est les sanctions avec des efficaces. Des armes qu'on vous donne. Voilà. Enfin, qu'on vous donne, que les Occidentaux... Pour aujourd'hui, tout ce avec quoi on frappe les Russes, ce sont les armes ukrainiennes. Je rappelle, 40% maintenant de production ukrainienne militaire, c'est les productions ukrainiennes. Bon. Et on frappe uniquement avec les missiles et les drones ukrainiens. Et ça se passe chaque nuit. Et vous avez dit que de temps en temps, non, c'est systématiquement. Et on sent parce que si les Russes n'ont pas réussi leur offensive d'été, c'est parce qu'on a vraiment affaibli assez considérablement leur arrière-front. Ce que vous voulez, donc, ce sont des Rafales, des avions. Oui, mais il faut être très attentif parce qu'on ne veut pas Rafale en soi comme ça tout seul. Ce qui se passe aujourd'hui, il y a ça s'appelle la première alliance de drones. Et ce sera la réunion de l'alliance de drones demain. Il y aura une plateforme mixte entre Rafale et les Gripen suédois. C'est quelque chose absolument inédit, ça n'existait jamais auparavant. Et quand les Gripen étaient conçus comme les avions assez légers, ils ont besoin seulement, si je ne me trompe pas, parce que je ne suis pas très fort en militaire, 450 mètres pour s'envoler. En quoi c'est une bonne idée ils vont se réunir. Hybride. Ce sera un système hybride parce que les Rafales, les grands avions qui peuvent prendre beaucoup de surcharge, et le système Gripen, ils vont inventer les avions sans pilote, une sorte de drone, mais drone massif dont on a parlé, les drones très lourds. Et ensemble, Rafale sera utilisé comme une plateforme. Et 140 Gripen suédoises, ils vont renforcer considérablement la flotte ukrainienne. Vous imaginez 140 avions, c'est pas si pauvre F-16 qu'on garde comme le perle précieux et qui a tendance d'être abattu aussi. Alors Gérard Vespierre, je vais vous demander si cette demande est, réaliste de la part des Ukrainiens, mais je vais vous demander ça juste après le rappel des titres avec Camille Grenu. Merci Patrice. À la une, un adolescent de 12 ans grièvement blessé par balle sur un point de deal à Grenoble. Il a été pris pour cible lors d'une fusillade aux alentours de 3h du matin. Il a été touché par au moins 4 balles et son pronostic vital est engagé.
Après un épisode de forte pluie, un septuagénaire est porté disparu en Ardèche. Selon la préfecture, il aurait cherché à mettre en sécurité sa voiture avant d'être emporté par la rivière à côté de son domicile aux alentours de Saint-Vincent-de-Barès. De très nombreux moyens de recherche ont été déployés. Après la libération de Camilo Castro, l'immense soulagement de la famille du Toulousain, détenu au Venezuela depuis fin juin. Après 5 mois d'angoisse et de démarches diplomatiques, il est attendu à Roissy dans l'après-midi. Selon le ministre des Affaires étrangères sur notre antenne, cette libération s'est faite sans contrepartie. Écoutez. Je veux témoigner ici de la grande émotion qui a été la mienne lorsque, hier soir, j'ai appelé sa maman et son beau-père pour leur annoncer que Camilo Castro était en sécurité dans notre ambassade. Volodymyr Zelensky est arrivé en Grèce pour débuter une tournée européenne. Hier, Kiev a annoncé un accord historique avec la France. Les détails de cet accord devraient être dévoilés demain à l'occasion d'une visite du président ukrainien à Paris. Aux côtés d'Emmanuel Macron, il devrait notamment se rendre sur la base aérienne militaire de Villacoublay. Des livraisons de Rafale sont évoquées. On sait que l'Ukraine veut constituer une flotte de 250 avions de chasse. Et puis au Brésil, les indigènes d'Amazonie ont voulu se faire entendre à mi-parcours de la conférence de l'ONU sur le climat. Hier, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont marché à Belém pour faire pression sur les négociateurs de la COP30 réunis dans la ville et pour réclamer des actions urgentes contre le réchauffement climatique. Écoutez. Le climat n'est pas négociable, la terre-mer n'est pas à vendre et nous devons protéger nos forêts. Voilà Patrice pour l'essentiel. Merci Camille, à tout à l'heure, 16h pour un journal complet. Nous poursuivons notre discussion sur la situation en Ukraine avec Oksana Menichouk, politologue, directrice de l'association Unie pour l'Ukraine, Olivier Weber, écrivain, grand reporter, président de Douleurs sans frontières, organisation humanitaire avec laquelle, au nom de laquelle vous irez très bientôt, vous retournerez très bientôt en Ukraine, et avec Gérard Vespierre, qui sait que j'ai une question à lui poser, puisque je l'avais prévenu juste avant le rappel des titres. Les demandes faites par l'Ukraine, que ce soit sur le plan économique, le plan militaire, et aussi au regard, c'est un paramètre aussi à prendre en compte, des opinions publiques occidentales, vous paraissent-elles réalistes et vont-elles être couronnées selon vous ou pas ? Alors, il y a deux types de demandes, n'est-ce pas ? Il y a les demandes concernant le très très court terme, à savoir le support pour les combats en cours. Et puis, le deuxième volet, c'est de constituer, après un cessez-le-feu, après une paix signée avec la Russie, une armée ukrainienne capable de répondre à toute attaque potentiellement nouvelle de la Russie. Et donc, aussi bien les Gripen, les avions suédois dont il a été question, au nombre de 140. Donc, vous imaginez que la livraison de 140 Gripen va commencer en fin 2026, début 2027, jusqu'en 2030. Donc, il s'agit de viser l'après-conflit et la consolidation de la structuration de l'armée de l'air ukrainienne, comme l'arrivée potentielle aussi de Mirage. Donc, cela se situe après l'arrêt des combats actuels. Je propose de jeter un œil sur le programme de Volodymyr Zelensky, dont je vous disais et dont je vous répète qu'il est attendu à Paris demain. Donc, visite de la base aérienne de Villacoublay, ensuite une visite à l'état-major de la force multinationale ukrainienne, et ensuite une conférence de presse et un déjeuner de travail à l'Élysée. On imagine qu'au cours de cette rencontre avec le président Macron, le président Zelensky va faire la liste de toutes ses doléances. Mais est-ce qu'il n'arrive pas handicapé par le scandale de corruption qui a éclaté en Ukraine? On a compris qu'il y avait un système de détournement d'argent, ça pouvait monter jusqu'à 100 millions de dollars, et que certains proches, ou au moins un proche de Volodymyr Zelensky, étaient impliqués dans ce scandale, ce qui évidemment motive, on l'imagine, et vous nous le confirmerez sans doute, la colère des Ukrainiens. Est-ce qu'il n'est pas un peu gêné aux emmanchures, là? C'est-à-dire qu'il arrive et il demande de l'argent et... Bien sûr. Et ses copains tapent dans la caisse. Il est très gêné parce qu'il y a toute une opposition, et il y a eu d'ailleurs des manifestations cet été dans la rue pour dire nos héros ne meurent pas pour la corruption. Or là, qu'est-ce qu'il sort du bureau du NABU, en fait, qui est le Bureau national anticorruption, une opération qui est appelée Midas en code secret. C'était quand même 15 mois d'investigation et d'enquête.
1000 heures d'écoute téléphonique pour effectivement un détournement à hauteur qu'on appelle les kickbacks, donc des pots de vin de 100 millions de dollars sur Energoatom, qui est le système d'énergie, enfin la grosse entreprise publique d'énergie nucléaire. Et donc les sous-traitants étaient obligés de verser des pots de vin, sinon on n'avait pas les contrats. Et donc dans ce vaste réseau très très complexe, avec des opérateurs, avec ce qu'on appelle des guetteurs également, qui allaient chercher un peu les commandes, donc est impliqué un très proche de Zelensky, c'est le co-créateur comment ça s'appelle, Fatal, si je me bonne mémoire, 95, donc la grande société de production ukrainienne qui avait lancé Zelensky dans les années 2000. Il s'appelle donc Tibur Minich. Je parle de son, enfin j'ai vu son nom passer, je l'ai pas. Qui serait parti Mindich, oui, c'est ça, pardon. Qui serait parti, on pense, en Autriche, on l'a vu en Autriche, et peut-être même en Israël, puisqu'il a le double passeport ukrainien et israélien. C'est très mauvais, évidemment, pour Zelensky. Ce qu'on veut lui demander, les Européens, et je pense aussi la France demain, c'est on va vous aider, absolument, faites le ménage, on vous aide, faites en sorte que les deux bureaux, donc le parquet spécialisé anticorruption et le bureau NABU que j'ai cité, donc le bureau anticorruption, puissent avoir encore leur indépendance. Or, l'été dernier, en juillet, c'était Zelensky lui-même qui avait coupé les ailes de ces deux agences en disant ça sera placé directement sous l'autorité du procureur général. Tollé évidemment dans la rue, tollé l'Union européenne, il a reculé. Et donc, ça prouve quand même que les affaires anticorruption marchent, en fait. Et le bureau en particulier. Deuxièmement, j'aimerais saluer la presse ukrainienne, qui fait un travail remarquable. Nous sommes, Patrice, actuellement en loi martiale. Il y a une mobilisation générale. Et la presse fait un boulot extraordinaire. Il y a déjà eu des cas de corruption dénoncés l'an dernier, y compris par une organisation, pas une organisation, une ONG qui s'appelle Nachi Grochi, qui veut dire notre argent en ukrainien et en russe, ou à peu près. Hein. Il y a quelques variantes. Avec un journaliste qui fait un boulot remarquable. Il était inquiété, il y a des hommes de main qui sont venus chez lui, etc., pour essayer de le frapper, il n'était pas là, c'est sa mère qui avait ouvert, etc. Donc on intimide aussi les journalistes anticorruption. Ils font leur boulot, c'est formidable. Zelensky va s'expliquer cela, lui n'est pas corrompu, enfin je ne pense pas en tout cas, mais en tout cas, il y a donc autour de lui des membres du gouvernement, y compris le ministre de l'énergie. La ministre de l'Énergie, c'est une femme maintenant depuis cette année, et le ministre de la Justice, qui est l'ancien ministre de l'Énergie, qui sont donc démis de leurs fonctions et qui seront peut-être inculpés dans une opération. Alors, vous vous rendez compte quand même, les soldats se battent, les familles font jusqu'à 18 heures ou 16 heures de coupure d'électricité ou d'eau par jour, et donc il y a des affaires de corruption. Donc voilà, c'est ce qui va être demandé par les Européens, et je crois effectivement qu'il faut faire le ménage du côté de la corruption. Oksana Melnichuk, est-ce que vous craignez que le président Zelensky soit touché directement par ce scandale? Et seconde question, la réaction des Ukrainiens va-t-elle dépendre de la sévérité de la réponse apportée par le président Zelensky dans cette affaire? Parce que là, c'est quand même, il y a au moins un proche. Il ne faut pas que sa main tremble. Je suis dans la lutte contre la corruption depuis 2005, vraiment au milieu de tout ce mouvement. Et je ne peux que saluer, comme dit Olivier, les journalistes ukrainiens, que malgré la guerre, parce que vous savez, pendant toute la guerre, chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, on dit c'est pas le moment, c'est pas le moment. Il faut soutenir à mort notre président parce que le plus c'est jamais le moment, mais la corruption, on considère aujourd'hui que ça, c'est l'ouverture, une unième front. Mais le front intérieur, parce que je rappelle que la corruption, c'est aussi l'armement de l'Union soviétique. L'Ukraine, c'est un pays post-soviétique. Et toute notre lutte pour l'indépendance et pour la souveraineté, c'était la lutte contre cette corruption soviétique, parce que Poutine, il impose son régime et son contrôle des pays de l'ex-Union soviétique par la corruption. Donc pour nous, si vous voulez, c'est logique que c'est vraiment maintenant, pendant la guerre, qu'il faut annoncer cette front contre la corruption, et c'est vrai que nous attendons la réponse ferme de la part de notre président, parce que sinon les Ukrainiens savent bien comment on change les présidents. Nous avons nos Maïdan, notre moyen très fort pour changer le pouvoir. Vous l'avez prouvé, oui. Merci Oksana Melnichuk. Je rappelle que vous êtes politologue et directrice de l'association Unie pour l'Ukraine. Olivier Weber, mille merci, écrivain, grand reporter. Je cite un de vos livres, De l'esprit de résidence, c'est aux éditions de l'Aube. Et merci également à Gérald Vespierre. Je renvoie à votre lettre, Le Monde décrypté, toujours passionnante.